primary and secondary metabolites screening in FIC collection. Et après, nous avons la contribution à la caractérisation promologique et physico-chimique de quelques variétés de figues de Barbarie au Maroc par mademoiselle Oumatou Jihen. La précédente est faite par monsieur Husseini Elhassan. Et puis, la quatrième, c'est la contribution de la recherche scientifique dans la caractérisation, valorisation et conservation des produits autochtones des oasis au Maroc par monsieur Notfia Younes. Voilà. Alors, j'invite le premier intervenant à me rejoindre. Et puis, vous avez bien sûr 15 minutes de présentation. Nous allons en effet vous faire un petit signe quand la minute sera quand il y aura une minute qui restera. Et puis, on aura 2 questions ouvertes après chaque présentation. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Youssef Chafei, doctorant à l'unité de recherche en sciences alimentaires et nutritionnelles à l'IAV Hassan II. J'y travaille aussi au département de génie de procédés et j'ai le plaisir aujourd'hui, et l'immense plaisir de vous présenter les résultats intermédiaires de ma recherche sur la valorisation de tourteaux des graines de figues de Barbarie. Donc le titre de ma présentation est l'extraction en une seule étape d'un nouvel émulsifiant à partir de tourteaux de graines de figues de Barbarie. Et comme vous le savez, ce titre contient 3 mots-clés, donc valorisation du tourteau, le press cake, extraction et un nouvel émulsifiant naturel. Donc pour ce faire, je vais suivre le plan suivant. Donc je vais d'abord commencer par les différentes valorisations agro-industrielles du cactus de façon générale, un bref aperçu, et puis passer à la nouvelle découverte qui consiste en l'extraction d'un nouvel émulsifiant à partir de ce tourteau de figues de Barbarie. Et puis, comme je vais parler d'un émulsifiant naturel, donc je donnerai un petit bref aperçu, quelques définitions des émulsions, de leur préparation, leur stabilité et aussi leur application, que ce soit dans le domaine de la cosmétologie, de la pharmaceutique ou en alimentaire. Et puis j'enchaîne directement avec l'objectif général de l'étude, les matériels et les méthodes utilisées, les principaux résultats et finir par une conclusion pour donner un petit peu les perspectives de cette recherche. Donc, comme vous le savez, le cactus, ou bien le figue de Barbarie, c'est une plante merveilleuse dont toutes les parties pratiquement sont valorisables. Donc, comme vous le savez, le fruit est très apprécié pour son goût juteux et fraîche, et on en fabrique plusieurs produits valorisés à partir de ce fruit, comme les jus, les confitures, le vinaigre et aussi le fruit qui est utilisé sous différentes formes. Aussi, la deuxième partie de la plante qui est valorisée, il s'agit du cladote, donc la petite raquette qui est utilisée pour la production des jus, qui est utilisée aussi séchée et utilisée comme poudre et qui est utilisée comme ingrédient dans d'autres formulations alimentaires, et aussi pour la production de l'alcool et utilisée comme petits morceaux dans des salades. Ce sont les 2 parties de la plante les plus utilisées en industrie alimentaire et cosmétique. Et on arrive maintenant au sous-produit de cette plante, qu'il s'agit des pelures des fruits qui sont utilisées pour l'extraction de certains pigments, et aussi du mucilage qui est extrait à partir du cladote, et finalement le produit phare de cette plante qui est l'huile de graines de cactus. Cette huile qui est connue pour son prix très cher en raison des vertus cosmétiques et nutritionnelles, et aussi le produit qui en reste après cette extraction, c'est le tourteau. Donc nous avons l'extraction de l'huile,
l'huile, mais nous avons des quantités importantes de tourteaux qu'il faut utiliser et qu'il faut valoriser. Malheureusement, cette quantité de tourteaux dont l'utilisation est très limitée actuellement. Elle est utilisée comme ingrédient de l'aliment de bétail et aussi pour certaines formulations cosmétiques comme poudre, comme exfoliant. Donc, pour rappel, l'extraction de l'huile consiste en macération des fruits pour la séparation des graines à partir de la pulpe, et ces graines sont séchées et sont broyées pour l'extraction d'une huile végétale avec une extraction mécanique. Mais suite à cette extraction, on a une grande quantité de tourteaux qui reste à valoriser. Donc le travail que j'ai réalisé dans cette étude consiste à la valorisation de ce tourteau qui est considéré comme un sous-produit d'extraction de l'huile qui est largement connu pour ses vertus, comme j'ai dit, et aussi pour son prix. Ce tourteau a été broyé et avec des solvants de qualité alimentaire, on a utilisé pour l'extraction d'un émulsifiant naturel qui peut être utilisé en cosmétique et en alimentaire. Donc cette valorisation est la première de son genre en matière de valorisation de ce tourteau qui est considéré comme sous-produit. Alors, cet émulsifiant, avant de parler dans le détail de son mode d'extraction, je dois commencer par une description du rôle, des mécanismes et de l'importance de ces émulsifiants. Donc une émulsion, c'est une dispersion d'un liquide qui est dispersé dans un autre liquide qui sont normalement immiscibles, et je donne l'exemple de l'eau et de l'huile. Ce sont deux solutions qui sont immiscibles, et pour pouvoir avoir une émulsion homogène et stable, nous avons besoin d'un troisième agent qui est appelé émulsifiant. Donc, et sur la base de la phase émulsifiée ou sur la phase dispersée dans l'émulsifiant, on classe les émulsifiants de type huile dans l'eau, eau dans l'huile, ou des multiples émulsions qui contiennent de l'eau, water in water, ou inversement. Et aussi, la deuxième classification des émulsifiants se base sur la taille des particules. Donc, nous avons des émulsions dont la taille des gouttelettes est comprise entre 500 nanomètres et 1 micromètre, des nano-émulsions et des micro-émulsions selon la taille des particules de ces émulsions. Et maintenant qu'on connaît un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une émulsion et la classification, on passe à leur importance que ce soit le pharmaceutique et le cosmétique. Donc les émulsions sont utilisées pour l'encapsulation des éléments essentiels qui peuvent être administrés aux patients. Ils sont aussi utilisés pour protéger les médicaments et les principes actifs contre l'oxydation et l'hydrolyse. Et ils sont aussi utilisés pour cacher et masquer le goût et l'odeur indésirable de certains aliments et de certains médicaments. Et aussi, ces émulsions ont le rôle et peuvent prolonger la libération des principes actifs dans le corps pour cibler un petit peu l'organe pour les médicaments. Ça, ce sont les principales utilisations des émulsions en pharmaceutique. Pour le domaine de la cosmétologie, les émulsions sont très largement utilisées pour la fabrication des crèmes, des lotions, etc., pour des applications externes à la peau. Et ils ont la particularité et l'avantage de pénétration facile à la peau pour nourrir la peau et la surface de façon générale. Alors, maintenant qu'on connaît l'émulsion, leur rôle, leur importance, on doit donner un petit aperçu sur leur préparation. Comment on prépare les émulsions? Donc, dans cette figure, nous avons deux phases, donc par exemple de l'eau ou de l'huile. Et comme vous le voyez, à l'interface, nous avons, aux frontières des deux phases, nous avons un film, comme dans deux pays, à la frontière, nous avons des soldats, etc. Et si on voit à l'échelle moléculaire, nous avons des tensions au niveau des deux molécules de deux phases. Alors, pour
pouvoir mélanger ces deux phases, nous avons besoin d'un troisième agent pour réduire ces tensions au niveau de la surface de contact. Et ces gens, on les appelle les tensioactifs, les émulsifiants ou les surfactants, parce qu'ils agissent au niveau de la surface du molécule et réduisent les tensions entre les deux phases, ce qui permet de fabriquer, de préparer des émulsifiants homogènes et une répartition homogène de la phase dispersée dans la phase dispersante. Donc l'émulsifiant qui joue ce rôle a deux propriétés importantes. Donc elle a la capacité une affinité avec la partie huileuse, donc elle est lipophile, et elle a une autre tête de la molécule qui est hydrophile et qui aime l'eau, donc il peut faire des interactions avec la partie aqueuse. Cela permet de créer donc un film autour des gouttelettes et laisse ces gouttelettes de la phase dispersée suspendues dans la phase dispersante. Donc voilà, donc l'état initial, nous avons deux phases qui sont séparées. Nous avons besoin d'un surfactant, d'un émulsifiant préparé. Les types de films autour des gouttelettes sont qu'ils peuvent être monocouches ou multicouches ou simplement des solides de particules au niveau des particules. C'est le mécanisme en détail de préparation des émulsions. Et il existe différents types d'émulsifiants. Donc nous avons les émulsifiants synthétiques, les sodium, les twins, les cétines, etc. Nous avons des émulsifiants qui sont semi-synthétiques. Donc il existe avec différents grades de qualité. Et nous arrivons en troisième partie aux émulsifiants naturels qui, dont malheureusement la composition diffère d'un lot à un autre au niveau de l'extraction, ce qui affecte leurs propriétés émulsifiantes. Donc la stabilité de l'extraction est très importante, et aussi au niveau de la sensibilité au développement microbien. Des exemples des émulsifiants naturels, nous avons le jaune d'œuf, l'agar, la caséine dans le lait, etc. Voilà, donc de l'eau et de l'huile, normalement, ne se mélangent jamais avec, aux conditions standards, je dirais, de température et de pression, mais nous avons toujours besoin d'un émulsifiant pour pouvoir les mixer, les mélanger pour fabriquer des émulsions. Et sans ces agents émulsifiants, nous constatons des phénomènes d'instabilité des émulsifiants sont à partir des flocculations, donc des constitutions des amas de molécules de la partie dispersée, un écrémage, des coalescences, donc des gouttelettes qui deviennent de plus en plus grosses et finissent par la séparation des deux phases. Donc nous avons de la phase la moins dense qui monte en haut et la phase la plus dense en bas. Donc c'est un aperçu sur les émulsifiants de façon générale. Maintenant je passe à l'extraction de cet émulsifiant naturel à partir de tourteaux de figues de Barbarie. Donc l'objectif global, c'est de développer une nouvelle application de ce tourteau à travers l'extraction de cet émulsifiant et de son application dans l'alimentaire et le cosmétique. Donc le premier sous-objectif, à travers l'étude de la capacité et les propriétés émulsifiantes de cet extrait, la formulation des émulsifiants de type huile dans l'eau en utilisant cet extrait, et la caractérisation de ces émulsifiants préparés. Donc ce sont des objectifs. Donc l'extraction a été faite à partir de tourteaux, donc un broyage, une utilisation un solvant et puis évaporation du solvant, et à partir de cette étape nous avons séparé de l'huile résiduelle et l'extrait qu'on a utilisé comme phase aqueuse pour la préparation des émulsifiants et qui est l'émulsifiant naturel. Donc la préparation des émulsifiants, donc nous avons deux phases. Donc nous avons utilisé une phase une phase aqueuse à différentes concentrations de l'extrait obtenu à partir de tourteaux, et aussi une phase huileuse dispersée en utilisant différentes huiles, l'huile de soja, l'huile d'argan et l'huile de cactus, avec différentes concentrations, 3%, 5% et 10% d'huile. Le mécanisme de préparation des émulsifiants, donc il y a une pré-hémogénéisation pour la préparation du corps de l'émulsifiant, de l'émulsion, et puis l'utilisation de la haute pression pour la préparation des émulsifiants avec des fines particules.
Donc, les différentes mesures que nous avons faites pour la caractérisation de l'extrait d'abord, donc nous avons mesuré son pouvoir émulsifiant à travers la mesure de la tension interfaciale avec un appareil DM501 et aussi nous avons utilisé le Beckman pour caractériser les gouttelettes des émulsions. Donc, l'extrait de tourteau de graines de barbarie a montré une efficacité par rapport à la réduction de la tension interfaciale entre la phase huileuse et la phase gazeuse et la phase aqueuse. Et comme vous le voyez, il a une grande efficacité par rapport aux huiles raffinées comme l'huile de soja et aussi pour les autres huiles, le cactus et l'argan, qui sont des huiles extraites mécaniquement. L'extrait aussi, différentes concentrations de l'extrait ont été utilisées pour la préparation de ces émulsions, donc, et l'émulsifiant a été à faible concentration. Pour la stabilité des émulsions préparées, donc les émulsions préparées ont été stockées à différentes températures, 5, 25 et 45 degrés, et les émulsions ont montré une grande stabilité en termes de la taille des gouttelettes. Aussi, un test de chauffage a été effectué à différentes températures, donc à 40 à 120, et les émulsifiants ont été stables pendant 30 minutes, pour un chauffage pendant 30 minutes. Donc pour les conclusions, je dirais que l'extraction en une seule étape constitue une double valeur ajoutée pour l'extraction de l'émulsifiant et aussi pour la récupération de l'huile résiduelle. Cet extrait a une grande capacité émulsifiante. Il peut être utilisé pour des émulsifiants qui ont été stables à différentes températures de stockage et il peut être aussi constitue une opportunité une nouvelle utilisation pour la valorisation du tourteau de figue de Barbarie. Donc, c'est ainsi ma présentation profane. Je prends l'occasion pour signaler que ce travail a été réalisé dans le cadre du projet SATREPS entre le Maroc, le Japon et la Tunisie. Et une grande partie de ce travail a été effectuée à l'université de Tsukuba, au Japon, sous l'encadrement du professeur Zahar, professeur Wiam Lihlo, Abdelatif Hafid de l'université Qadayad et professeur Mitsutoshi Nakajima et Marcos Neves de l'université de Tsukuba. Je vous remercie de votre attention. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour le respect du temps et de la qualité de l'exposé. Donc, je me réjouis de trouver qu'il y a du travail qui se fait un tout petit peu de différentes façons sur l'arganier. Et donc, je pense que notre pays peut trouver des solutions aussi bien pour les industriels que pour l'agriculture. Et donc, j'avais en tête de vous faire la remarque de remercier les organismes partenaires. Heureusement, vous vous êtes rattrapés au niveau de la conclusion. Toutes mes félicitations. Merci. Non, moi en fait j'ouvre donc la discussion au niveau de l'assistance. Donc s'il y a une question ou deux à prendre. Oui, très bien. On a la dame qui a disparu. Merci. Donc je tiens à vous remercier pour la qualité de cette prestation très très belle et très ça laisse de l'imagination derrière donc la qualité de ce travail. Alors le cactus étant une source potentielle notamment au Maroc et le procédé qui était mis en place quand même c'est un procédé je dirais associant et la chimie verte avec donc une exploitation assez accrue en termes donc valorisation cosmétique. Alors moi la question que je me pose parce que je ne sais pas, vous parlez du tourteau de cactus. Alors au sein du tourteau de cactus, on a l'habitude de travailler sur le cactus, donc il y a un effet variété peut-être, hein, donc il faut voir de ce côté-là. Est-ce que la qualité de l'émulsion elle est la même selon qu'on utilise le cactus Ficus indica ou la Megangota? Et donc ça c'est la question 1. La question, parce que la qualité de l'huile est ce qui va servir pour l'émulsion, donc ça va dépendre également du choix du cultivar. La question 2, c'est le choix du solvant.
Donc, comment vous avez... parce que prendre un solvant, je ne sais pas, peut-être éthanolique, méthanolique, j'en sais rien, mais vous parlez plus donc d'un solvant qui est à qualité alimentaire. Alors, à qualité alimentaire étant donc l'éthanol, hein, mais moi je crois que ce serait mieux de s'orienter vers ce qu'on appelle l'éco-extraction, l'extraction verte, hein, en impliquant soit la supercritique, soit carrément la SAE, donc en milieu aqueux. Ok. Donc, et la troisième question, c'est la caractérisation de l'émulsion. Et là, je vois que vous utilisez soit l'interface, la surface d'interface, et j'ai vu que vous utilisez l'angle de contact. C'est ça? Non? Alors, comment vous caractérisez l'adhésion de votre émulsion, peut-être sur une surface qui est plane, soit qui est le verre que vous utilisez comme agent, comme moyen de conditionnement? Et merci pour la qualité de cette présentation. Merci, Hafid. Merci de vos questions qui sont vraiment pertinentes et pointues. Donc pour le choix de la variété, donc tous ces essais expérimentaux ont été faits sur Opuntia ficus indica. Donc de deux régions, et de la région du sud et de la région de Khoribga. Pour l'extraction, effectivement, c'est une extraction avec solvant, mais comme vous l'avez dit, l'extraction en supercritique ou même HTL pourrait être une alternative, mais pour le premier travail qui a été fait avec solvant, comme des essais préliminaires, d'abord pour l'extraction de cet émulsifiant, dont la capacité émulsifiante est très intéressante parce que l'extrait et la phase aqueuse utilisait justement rien que 0,2% de l'extrait qui a pu émulsifier jusqu'à 10% de l'huile. Donc là, je parle d'un rapport de 0,1-10. Ça veut dire, et normalement dans la littérature, on travaille avec des ratios de 1-10. Donc pour ce ratio qui est 5 fois inférieur à la normale et au standard. Donc voilà, donc pour moi c'est un début parce que ce n'est pas important le type d'extraction dans le premier test préliminaire, mais d'abord la découverte en elle-même comme une nouvelle valorisation de ce tourteau. Et comme vous le savez, vous avez dit que vous travaillez sur le tourteau, sur le cactus. Donc comme vous le savez, le tourteau n'est pas encore valorisé. Sachant plus que le rendement d'extraction mécanique est très faible. Donc nous avons besoin d'une trentaine de kilos de graines sèches pour produire juste 1 kilo ou 1 litre de l'huile. Donc un rendement de 3,5%. Voilà, mais le reste, le rendement mécanique est très faible, ce qui induit à un tourteau qui est encore riche en huile et qu'il faut peut-être exploiter. Peut-être on peut penser à des huiles de différentes qualités, une huile extraite à froid de meilleure qualité extra et une huile de moindre de qualité peut-être à utiliser comme résiduelle à partir de tourteau, et on peut penser à des classifications de l'huile de cactus au futur. Mais pour le moment, je pense que le mécanisme d'émulsification, parce que j'ai fait aussi la caractérisation de cet extrait et apparemment ce sont un mixte parce que c'est un extrait végétal, ce n'est pas un émulsifiant synthétique à molécules pures, donc c'est une matrice composée des protéines et des saponines, et cette interaction entre les deux groupes qui permet de cette émulsification. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Je vois qu'en effet, ça a donné lieu à de très très belles interactions. J'espère qu'elles vont continuer même plus tard. Donc je pense qu'on va arrêter au niveau des questions puisqu'on est un peu pris par le temps. Et on reprend avec la deuxième présentation qui sera faite par Monsieur Husseini El-Hassan et qui traite donc du criblage des métabolites primaires et secondaires chez dans une collection de figuiers de Barbarie. Ah oui. Ficus carica, c'est ça. D'accord, pas de souci.
Donc, bonjour tout le monde. C'est un immense plaisir d'être parmi vous dans ce meeting spot et cette opportunité d'osmose où je mets en exercice une partie de résultats faisant partie de mon projet de recherche de thèse portant sur la valorisation de la figue selon une étude multivariée des aspects agronomiques, moléculaires, donc moléculaires et nutritionnels et industriels. Donc, ma présentation, le modeste travail que je présente a pour intitulé Screening des métabolites primaires et secondaires d'une collection de figuiers, qui sera détaillé selon le plan suivant, où l'accent sera essentiellement mis sur l'importance de la culture au niveau international et national. J'enchaînerai ensuite sur les principales contraintes liées à la valorisation de l'espèce dans le contexte local. Ensuite, les principaux résultats liés à ce travail, avant de conclure une restitution des résultats saillants et des perspectives. Alors, le figuier appartient au genre Ficus de la famille des Moracées, qui renferme un grand nombre des espèces, environ 800, ce qui fait que Ficus est le genre le plus peuplé de la reine végétale. Le figuier a été cultivé 1000 ans avant le blé, ce qui a incité les chercheurs à travailler sur cette espèce, qui est d'ailleurs originaire probablement de l'Asie centrale. De là, il a été disséminé vers la zone méditerranéenne, qui est actuellement l'incubateur principal de germoplasme de figuier et qui exporte environ 70%, ou bien qui assure 70% d'exportation mondiale en matière de figuier. Cette culture est également cultivée dans plusieurs autres pays à travers le monde, principalement l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Afrique du Sud, certains pays du Moyen-Orient, avec un niveau de rendement ou bien de production de faible à moyen. La Turquie est le premier grand producteur international de figuier, assurant ainsi 25% de la production mondiale, suivi par l'Égypte. Le Maroc se positionne au troisième rang avec 800% de la production mondiale. La Turquie seule assure 70 jusqu'à 75% des exportations internationales en matière de figuier, dont 70% concernent essentiellement les figues sèches, alors que le Maroc, la production nationale est principalement destinée aux marchés locaux. Le Maroc héberge une large diversité variétale en matière de figuier qui est principalement concentrée dans la zone du Rif, dans le nord du Maroc. Certaines études récentes ont pu identifier environ 133 morphotypes dans la région de Ouazan et environs, avec une production moyenne de 1,2 tonnes par hectare. Juste à titre d'information, la plupart, ou bien la quasi-totalité du germoplasme local est cultivé dans des vergers traditionnels ou des jardins familiaux dans les montagnes, ce qui fait que cette espèce est sujet de plusieurs cas de synonymie, d'homonymie ou bien en général de la confusion variétale. Le figuier est un aliment, je dirais, symbolique de régime méditerranéen qui est riche en plusieurs micronutriments, bien en nutriments, principalement les antioxydants, les flavonoïdes, les polyphénols, mais surtout les anthocyanes, en sucre, en fibres, en minéraux, en protéines et ainsi de suite. Malgré toutes ces potentialités liées à cette espèce, le figuier se trouve heurté par plusieurs contraintes entravant sa valorisation, qui peuvent être résumées selon les points suivants. Premièrement, une grande hétérogénéité variétale qui n'a pas été jusqu'à présent entièrement exploitée, d'autant plus, comme j'avais dit tout à l'heure, que la plupart de notre germoplasme est hautement exposé à la confusion variétale. Ensuite, une faible chaîne de valeur liée à cette espèce. Il y a une quasi-absence des études de screening des profils biochimiques de germoplasme local, mais aussi des introductions dans le contexte local, ce qui a fait que le choix variétal pour la valorisation, que ce soit industrielle ou bien technologique, fait le plus souvent, il est fait sans lier ou bien sans se reposer sur les outputs des capacités ou bien des propriétés biochimiques de cette espèce. Alors comme résultat, la figue marocaine demeure moins concurrentielle sur les marchés internationaux.
C'est dans cette perspective que s'inscrit ce travail qui vise à étudier cette espèce, ou bien le fruit de la figue sur plusieurs aspects agronomiques, biochimiques et technologiques. Dans ce travail, je présente l'aspect surtout biochimique, dans l'objectif de tracer un référentiel qui sera accessible à tous les utilisateurs, chercheurs, étudiants, des industriels, et ainsi de suite. Alors, le matériel végétal objet d'étude concerne 135 variétés locales et des variétés introduites, faisant partie d'une grande collection comptant 218 génotypes relevant du centre régional de la recherche agronomique de Meknes, l'INRA, à Ain Taoujtat. Les échantillons ont été récoltés durant la période de pleine maturité de l'été de 2017. Alors, les descripteurs évalués dans ce travail concernent principalement les données chromatiques liées à la couleur de la figue, de l'épiderme de la figue. Donc, dans les coordonnées sont le L, le lightness, l'éclairage, la variation du redness to the greenness, la couleur bleue jusqu'à la couleur verte, la couleur jaune, la variation vers la couleur bleue, ensuite l'intensité de la couleur et le hue angle qui est la couleur réelle de l'épiderme. Les descripteurs biochimiques concernent principalement les sucres solubles totaux, les phénols, les flavonoïdes, les anthocyanins, les proanthocyanidines, l'activité antioxydante selon les 3 méthodes, le DPPH, la BTS, comme Free Radical Scavenging Activity, l'activité, le piégeage des radicaux libres, et puis la péroxydation de l'acide linoléique, et finalement l'acidité titrable et les solubles solides totaux. Alors, l'activité antioxydante a été exprimée en mol de Trolox équivalent, étant donné que ce dernier a révélé le coefficient de termination le plus important par rapport à l'acide ascorbique. Les données ont été standardisées puis analysées par le logiciel SPSS et le R Software. Alors, les résultats sont qu'on suit une grande variabilité ou bien diversité en termes de couleurs qui sont... Avant justement de se lancer dans les résultats, on a également travaillé sur la diversité morpho-agronomique ou bien morphologique qui a déterminé ou bien qui a révélé que l'ensemble des cultivars ont été très hautement, sont très différents. Donc dans les variables discriminantes ont été principalement le poids, la largeur et puis les dimensions du col, ensuite l'index de maturité et l'acidité titrable. Alors comme résultat, une large diversité de couleurs dans l'output de l'ACP, donc a révélé 3 grands groupes distincts. Le premier groupe, en fait, décrit les génotypes ayant une peau claire, dont les 3 coordonnées qui nous importent essentiellement dans ce travail, qui sont le lightness, le color hue, ont été importants, donc surtout pour le L et le C, ils sont les plus importants, ils ont les plus importantes valeurs. Ensuite, un groupe représenté par les points verts, qui ont des couleurs intermédiaires, mais principalement couleur pourpre. Finalement, un dernier groupe par la couleur rouge, qui matérialise en fait les génotypes à couleur sombre, et comme vous pouvez le constater, ils sont divisés en 2 sous-groupes en vue de la différence dans le hue angle. Ensuite, donc, pour les propriétés biochimiques, une large variation, une diversité assez importante a été notée, à l'exception, toutefois à l'exception de l'acidité titrable, et des intervalles de variation qui ont été largement importants, et dans des cas qui ont dépassé ceux rapportés dans certaines études antérieures. Et les variations les plus importantes ici ont concerné l'activité, le Free Radical Scavenging Activity basée sur la méthode de la BTS, les phénols, les flavonoïdes et les anthocyanins. Pour le PCA, le Principal Component Analysis, les principales variables les plus discriminantes ont été l'activité des radicaux libres basée sur le DPPH, ensuite la teneur et celle de la BTS en fait, ensuite la teneur en anthocyanins, pardon. Et pour le scatter plot lié aux individus, on a distingué encore cette fois
trois groupes distincts. Le groupe matérialisé par la couleur rouge discrimine en fait les génotypes ou les cultivars ayant la plus haute valeur de fluordicoxycamide activité basée sur le DPPH. Ensuite, les meilleures teneurs en phénol, les polyphyllototo, les anthocyanes et les proanthocyanidines. Le deuxième groupe est celui matérialisé par la couleur bleue et qui identifie les groupes ayant la meilleure activité inhibitrice de peroxydation de l'acide linoléique et ainsi que des intervalles ou bien des teneurs intermédiaires en polyphénol. Ensuite, le dernier groupe, matérialisé par les points verts, qui discrimine les génotypes ayant un niveau assez important en sucre et des niveaux faibles, bien évidemment, en acidité titrable, et des variations, ou bien des teneurs, des niveaux intermédiaires dans les autres composés. Et comme vous pouvez le constater, les génotypes locaux ont été les plus importants en matière de ces composés. Alors, pour un petit peu comprendre la discrimination de ces génotypes en fonction des variables, on a évalué la corrélation entre ces variables à travers cette matrice de corrélation, dont les plus importantes corrélations étaient celles entre l'activité antioxydante, principalement par la méthode de DPPH, et les composés de polyphénoltotaux, dont principalement les proanthocyanidines. Ce qui signifie que le proanthocyanidine est probablement le composé le plus impliqué dans le processus de piégeage des radicaux libres. Ensuite, les corrélations entre les coordonnées de couleur, les trois coordonnées de couleur chromatiques, et les teneurs en polyphénol et les flavonoïdes. Ce qui signifie que les fruits à peau sombre sont les plus riches en composés phénoliques, principalement les anthocyanes. Et également, les fruits à peau sombre sont les plus sucrés. Alors, sur la base de toutes ces variables, à la fois biochimiques et chromatiques, on a établi un clustering selon la méthode selon la distance euclidienne, la méthode de Ward. Donc, les principales variables discriminantes ont été la teneur en anthocyanes et proanthocyanidines, ensuite les phénols et flavonoïdes, l'activité antioxydante selon les deux méthodes DPPH-ABTS, ensuite les sucres solubles totaux et finalement les coordonnées de couleur avec les trois premières composantes, on arrive à une inertie totale de 40%. Alors, la répartition est comme suit. Deux grands groupes distincts ont été identifiés. Dans le premier, renferme 48 cultivars, dont la peau est pourpre avec donc des niveaux assez importants en matière de piégeage des radicaux libres selon la méthode de DPPH et la BTS. Alors que le deuxième groupe renferme 87 cultivars, caractérisés principalement par une peau claire, un taux élevé en sucre soluble totaux, en anthocyanes et en activité en piégeage des radicaux libres selon la méthode de DPPH. Alors, pour évaluer la qualité de piégeage des radicaux libres, il fallait donc procéder à évaluer l'activité, donc l'IC50, c'est-à-dire la concentration maximale inhibitrice de 50% des radicaux libres. Et pour ce faire, avec une taille d'échantillon assez énorme, 135 génotypes, elle était presque difficile de faire. Donc on a procédé à une sélection primaire, donc à travers, en se basant sur le premier dendrogramme, on a sélectionné 4 génotypes performants dans différents groupes contrastés. Alors les résultats étaient comme suit. Donc vous pouvez constater que la méthode de la BTS a révélé les intervalles de variation les plus étroits, les plus restreints et les concentrations les plus faibles, c'est-à-dire qu'elle révèle les résultats les plus importants dans les cultivars ayant l'activité antioxydante la plus importante était le col de dame blanche et Abiarus. Alors, ensuite, on a utilisé tous les résultats concernant la partie biochimique, colorimétrique et l'activité antioxydante pour refaire une deuxième fois une double sélection à travers un clustering incriminant toutes les variables à la fois. Et encore, j'ai oublié de dire qu'on a également incriminé les variables agromorphologiques qu'on a vues à la partie des matériels et méthodes avec 46 variables en total.
Donc les résultats sont comme suit. Pour le modèle de Canonical Correlation Model, les résultats sont comme suit. C'est pour évaluer la pertinence de la combinaison de l'ensemble des variables à la fois agromorphologiques, pardon, j'ai une minute, alors je dois faire vite, à la fois les composés, donc les variables agronomiques, mais biochimiques et chromatiques. Donc avec 1 moins lambda de Wilks, le modèle de Wilks, on arrive à 70% de la variance totale. Donc c'est un modèle très satisfaisant et très hautement significatif. Les résultats sont comme suit, 2 grands groupes distincts, donc, et on a pu sélectionner 11 cultivars dans différents groupes contrastés avec les meilleures performances pour passer à des analyses plus pointues, principalement les composés volatiles par la spectroscopie, donc la GCMS, donc la séparation sur la phase gazeuse couplée à la spectroscopie de masse, puis l'HPSC pour la séparation des phénols, des fractions d'isontocyanes et puis des polyphénols oxydases et peroxydases. Alors les résultats, les fruits qui ont été donc sélectionnés, bon, c'est pas les fruits, donc les cultivars sont les suivants, dont la maturité a lieu principalement durant la dernière décade du mois d'août. Alors finalement, donc ce sont les résultats préliminaires. Alors donc en conclusion, on arrive à sélectionner avec les résultats préliminaires les géniteurs les plus importants pour les orienter finalement vers la transformation et comme dans un programme de pré-breeding. Alors, comme conclusion, il y avait un large intervalle de variation, des différences très significatives, des niveaux dans des profils biochimiques assez importants. Dans certains cas, ils ont dépassé ce rapporté dans la littérature. Et donc, juste avant de conclure, j'aimerais dire que ce travail est réalisé en collaboration donc, entre l'INRA, le centre de Meknès, et avec l'université Sultan Moulay Slimane, sous l'encadrement, bien évidemment, de Madame Hani, qui est avec nous ici. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour pour ma part, cette excellente présentation avec une thématique qui est vraiment d'un très très grand intérêt. Donc voilà, j'ouvre l'espace pour une question ou deux parce qu'on est vraiment un peu... Voilà, on a une question. S'il vous plaît. Ah, ça va être difficile pour moi de descendre. Donc, je me présente, je suis Tara Kouchbani, enseignant-chercheur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation, pour la qualité de vos diapos et puis pour vos explications. Donc, j'ai quand même une question. Comme le titre l'indique, donc vous êtes en train de faire un criblage, un screening des métabolites primaires, secondaires, etc. Donc, des figues. Et puis, ma question, quelle partie ou quel extrait vous avez exploité pour justement faire ce criblage, d'accord, des molécules. Et ensuite, j'aimerais bien savoir quelles sont les techniques que vous avez utilisées pour mettre en valeur la présence des polyphénols, des anthocyanes, etc. D'accord, merci beaucoup. Il y a une non, j'attends. Vous répondez tout de suite. D'accord, merci de votre question. Alors pour la partie du fruit, on a travaillé sur le fruit entier, des extraits éthanoliques. Donc les méthodes sont principalement des méthodes colorimétriques, empiriques. Donc parce qu'avec une taille d'échantillon de 135 cultivars, il est difficile de procéder à des technologies assez pointues comme l'HPSC. D'ailleurs, c'est l'objectif de ce travail, c'est de se trouver vers la fin avec en partant d'une taille d'échantillon assez large, 135 cultivars, donc relevant d'une collection ayant le double le nombre du cultivar. Donc, pour se retrouver vers la fin avec un choix raisonné de 11, je me suis limité au début avec 40 pour évaluer la qualité du piégeage des radicaux en se basant sur les IC50. Et vers la fin, j'ai refait la sélection, encore une fois, en se basant sur une méthode multivariée pour se retrouver vers la fin avec 11. Et on travaille là-dessus sur la séparation avec l'HPSCMS, GCMS et ensuite l'infrarouge proche pour justement aller au niveau à l'échelle micromolécule. On la note de macro jusqu'au micro pour les séparations, bien évidemment, des phénols, des anthocyanes et ainsi de suite. Donc, en gros, c'est l'objectif. Merci.
Donc, s'il n'y a pas d'autres... Moi-même, j'ai une question parce que, bon, c'est un travail qui, pour moi, m'intéresse énormément. Je suis généticienne de formation. Donc, voilà, c'est un domaine de prédilection pour moi. Je suis ravie de voir un travail de cette sorte. Alors, j'aurais souhaité que, peut-être dans votre présentation, vous l'avez très brièvement noté, mais c'était le fait de vraiment montrer quelle est la corrélation entre la couleur, mais aussi les autres traits d'intérêt. Vous avez noté le sucre. Voilà, mais j'aurais souhaité que vous mettiez beaucoup plus l'accent sur les traits qui sont d'intérêt pour le monde industriel. Ça veut dire, oui, il y a beaucoup de résultats, mais il faudrait que vous puissiez pointer exactement quels sont les traits d'intérêt et montrer surtout au niveau de vos ACP, donc la corrélation qui existe entre les différents traits. C'est le but d'ailleurs de l'analyse multidimensionnelle, c'est en effet ça. Et puis un petit bémol que j'aimerais vous inviter à revoir, c'est juste quand vous faites les colorations au niveau des individus de vos ACP, évitez de colorer tout ce qui est autour du centre. Parce que ce qui est autour du centre n'est pas représenté, donc il faut faire très très attention à ça. Si on avait un statisticien avec nous, il n'aurait peut-être pas... Enfin, c'est quelque chose il faut vraiment éviter, il ne faut pas tout colorer. Et puis ma question, en fait, c'est entre les 135 écotypes que vous avez analysés, est-ce qu'il y avait un groupement basé sur l'origine géographique ? Alors, je me rappelle de cette question dans le CM, c'était la même. C'est moi ? Oui, justement. Eh ben voilà. Vous l'avez pas. Alors, j'en profite pour vous répondre parce que il y avait un problème du sang, donc j'arrive pas à vous entendre à ce moment-là. Donc, je vous remercie pour cette opportunité pour encore une fois éclaircir davantage. Donc, je reviens à votre première question. Quant à la couleur, avec donc, les différentes corrélations entre les données chromatiques et le profil biochimique de façon globale. Donc, comme vous l'avez pu constater, j'ai seulement mis le focus sur certaines qui peuvent intéresser les sélecteurs, alors qu'il y a d'autres corrélations, toutefois qui ne sont pas très fortes. Donc, ça nécessite de relancer le travail dans le temps pour qu'on puisse confirmer davantage. Celles dont j'ai mis le focus sont celles qui pourraient être évidentes en fait. Donc, comme la corrélation entre les phénols, les flavonoïdes, les anthocyanes et la couleur, donc ils sont principalement concentrés au niveau des figues ayant la peau sombre, et évidemment pour les sucres solubles totaux. Donc, certainement, il y a d'autres corrélations. Il y a même des corrélations entre des variables agromorphologiques et certains biochimiques. Mais, donc, puisque la présentation était sur l'aspect biochimique, j'ai pas touché cet aspect-là. Ensuite, pour ce qui est de l'origine géographique, alors juste pour un aperçu sur la collection, on a une collection dont les origines, donc elle est riche, ou bien elle est composée de plusieurs cultivars de différentes origines, principalement les locaux qui sont prospectés dans tout le territoire marocain, donc du nord jusqu'au sud, et d'autres introductions de l'Iran, de l'Italie, des États-Unis. Donc, alors, pour nous, l'objectif primaire, c'est de évaluer la qualité commerciale du fruit, sans pour autant incriminer deux facteurs qui sont les origines ou bien la pollinisation ou autre. Donc, ça vient au deuxième rang. Donc, une fois on va finir avec la qualité commercialisée, on peut faire ça. Donc, c'est inscrit dans notre agenda, mais donc, ça ne relève pas de ce travail. Donc, l'origine, certainement, a une importance. Donc, ça doit être couplé à la fois avec le marquage moléculaire pour davantage avoir des autres. C'est pas compliqué, vous l'avez déjà. Parce qu'en fait, il faut juste colorer tout ce que vous avez en fonction de l'origine et voir est-ce que vous avez un groupement ou pas. Vous avez tout. C'est juste que vous devez... Enfin, peut-être qu'avec votre encadrante, on pourra en discuter plus tard. Je suis désolée, peut-être que... Oui. Et bien sûr, il peut la faire. Compléter justement pour lever l'éclairage. Elle veut mon micro, elle veut pas ton micro, elle veut le mien. Je m'excuse. Alors, il y a l'apport de la chimiométrie. On a ouvert la chimiométrie à ce niveau-là pour trouver la corrélation entre donc, la pomologie plus la biochimie, c'est-à-dire la métabolomique, et l'apport chimiométrique. Donc, on est en cours. J'espère qu'on va trouver donc, ce lien avec le... Merci beaucoup. Désolée d'avoir... c'est moi qui ai un peu usurpé le temps. J'ai pris un peu plus sur le temps.
Alors, je passe, merci beaucoup encore une fois pour la présentation qui est très très intéressante. Je remercie aussi votre encadrante pour son intervention. Alors bonjour tout le monde, je me présente d'abord, c'est Madame Jihan Oumatou. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une partie de mon sujet de thèse qui s'intitule, excusez-moi, qui s'intitule Une contribution à la caractérisation pomologique et physico-chimique de quelques variétés de figues de Barbarie au Maroc. Ce travail a été réalisé sous la direction de Madame Sadia Zreira au sein du laboratoire Subnaram à l'IAV Hassan II, département sciences alimentaires et nutritionnelles, et à l'université d'Église di Sassari en Italie, au département d'agriculture et de pharmacie. Alors, donc on va suivre le plan suivant, une introduction dont on va parler de l'importance du figuier de Barbarie, du développement de la culture du figuier de Barbarie au Maroc, la problématique et les objectifs qu'on a fixés, les matériels et méthodes utilisés, et quelques résultats et discussions, et puis à la fin, les conclusions et quelques recommandations. Donc, pour introduit depuis le XVIe siècle dans le bassin méditerranéen, le figuier de Barbarie est essentiellement développé en Espagne, en Portugal, en Sicile, en Italie, principalement en Sicile avec 300 000 hectares, au Maroc avec 150 000 hectares, en Algérie et en Tunisie. Au Maroc, les pouvoirs publics ont été conscients de l'importance du figuier de Barbarie et avaient engagé des programmes de son plantation, principalement dans les zones arides et semi-arides, comme par exemple dans la province de Glimim et la province de Qalat Sarna. Alors, le cactus est parmi les cultures fondamentales de la réussite du pilier 2 du plan Maroc vert. Alors, depuis les années 80, la culture du cactus a évolué d'une façon remarquable de 45 000 hectares à plus de 150 000 hectares en 2016. Et ce, grâce aux plantations importantes qui ont été réalisées dans le cadre du plan Maroc vert, principalement dans la région d'Ol-Hamna et au sud du Maroc. Le système national de la recherche agricole a accompagné cette évolution. De point de vue recherche variétale au niveau de l'INRA, valorisation des fruits et des raquettes au niveau de l'IAV et d'autres universités nationales. Alors, malheureusement, ces plantations ont été infestées par la fameuse cochenille, qui constitue un fléau sérieux pour les plantations du figuier de Barbarie et risque de détruire notre patrimoine national. J'ouvre la parenthèse pour parler de cette cochenille et de dire qu'il s'agit bien d'un insecte parasite de l'espèce sauvage Dactylopius opuntia. Il est introduit pour la première fois au Maroc, à Sidi Bou Nour, dans un périmètre de 100 mètres au carré vers la fin de 2014. Malheureusement, actuellement, il est passé de 100 mètres au carré à 50 000 hectares. Donc, bien sûr, l'INRA, avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime et l'ONSA, ont établi un plan d'urgence pour combattre ce fléau. Et l'INRA a pu identifier 8 variétés résistantes à la cochenille. Alors, comme vous le voyez, ces plantations qui ont été infestées par la cochenille. Je ferme la parenthèse sur la cochenille et j'entame notre problématique et les objectifs qu'on a fixés dans notre recherche. Alors, comme vous le savez, les variétés des figues de Barbarie au Maroc se présentent sous forme morphologique très variable. Cependant, les informations scientifiques sur leurs caractéristiques sont généralement peu abondantes et les données rapportées concernent souvent les fruits à un seul stade de maturité qui est stade mûr. Donc, d'où l'objectif de notre recherche, qui est la caractérisation pomologique et physico-chimique de quelques variétés de figues de Barbarie au Maroc, et selon 3 stades de maturité. Et par la suite, une corrélation entre ces différents paramètres pomologiques et physico-chimiques.
Donc, on procède par la suite à la partie expérimentale. Donc, pour cela, premièrement, c'est le choix des variétés. C'est très important. Donc, on a choisi 4 variétés les plus importantes au Maroc de point de vue fruitier. Issa et Moussa au sud du Maroc, puis Soul de la région de Rabat et Dlahia de la région de Rif au nord du Maroc. Donc, des sorties d'échantillonnage ont été réalisées en 2015. Les fruits ont été prélevés selon 3 stades de maturité et d'une façon aléatoire stratifiée. Donc, on va voir par tout à l'heure c'est quoi ces stades de maturité et c'est quoi cette méthode aléatoire stratifiée. Et les échantillons ont été transportés et conservés à 4 degrés au réfrigérateur. Alors, pour le stade de maturité, donc, on les a choisis selon 2 critères. C'est la couleur et la période de maturité des fruits. Donc, les fruits de couleur verte sont considérés comme des fruits de premier stade de maturité. Les fruits dont la couleur se situe entre le jaune et le vert sont des fruits considérés comme des fruits au 2e stade de maturité, au stade de maturité intermédiaire. Et les fruits de couleur rouge sont considérés comme des fruits au 3e stade de maturité ou de maturité avancée. Alors, pour la période de récolte, donc Issa et Soul, puisque sont 2 variétés précoces, donc la récolte a débuté tôt par rapport aux autres variétés de Dlahia et Moussa, qui sont 2 variétés tardives. Donc, c'est quoi cette méthode d'échantillonnage stratifié? Eh bien, comme son nom l'indique, il consiste à stratifier les peuplements de l'étude. Donc, pour cela, on a choisi au hasard une parcelle représentative d'environ 5000 m² pour chaque lieu de récolte. Sur cette parcelle, on a délimité 3 localités ou 3 placettes dans lesquelles on a pris notre échantillon. Ces 3 placettes sont espacées de 30 mètres sur 30 mètres. Alors, pour l'étude morphologique, on a étudié plusieurs paramètres, entre autres, c'est le poids de fruits, la longueur, le diamètre, la forme de fruits, la taille de fruits, la présence des épines, la consistance de la pulpe, le réceptacle floral, son diamètre, sa profondeur et sa position, l'écorce, son poids et son épaisseur, et le nombre de graines. Alors, bien sûr, avant de procéder aux analyses physico-chimiques, on a fait un rinçage des fruits, épluchage, broyage, filtration pour séparer le jus et les graines. Donc, les analyses physico-chimiques, donc on a étudié plusieurs paramètres, entre autres le pH, le Brix, l'humidité, le taux de centre, l'acidité titrable, la vitamine C, les sucres totaux et les sucres réducteurs, la teneur des graines en huile, et puis le dosage des acides gras de l'huile de graines de figue de Barbarie. Alors, par la suite, on procède à des traitements, des analyses statistiques. Donc, on a recours à 5 traitements statistiques. Donc, l'analyse de la variance pour évaluer les 2 facteurs, l'effet des 2 facteurs, le degré de maturité et le degré de maturité des fruits et l'effet de variété. Test de Ney-Monickel, c'est un test qui permet de classer les moyennes pour les comparer. L'analyse en composantes principales pour distinguer les variétés qui sont similaires de point de vue morphologique et physico-chimique. Test de corrélation pour voir la corrélation et l'intensité de cette corrélation entre les différents paramètres. Et l'analyse discriminante qui permet de détecter parmi les 21 paramètres qu'on a étudiés, lequel des paramètres est le plus important ou le plus pertinent. Et alors, on est arrivé à notre résultat. Alors, le tableau nous montre que la variété de Dlahia se caractérise par rapport aux d'autres variétés. Donc, il a une forme ovoïde, il a une densité des épines faible, la consistance de la pulpe elle est moyenne à dure, et la position du réceptacle floral elle est de type plat. Et la variété Moussa et Dlahia se caractérise par une taille des fruits très petite parce que leur taille de fruits elle est inférieure ou égale à 80 grammes. En ce qui concerne le nombre de graines, donc Moussa se caractérise, donc il a une faible, donc il a le nombre de graines, moins nombre de graines, donc avec une prédominance de graines fertiles avoisinant les 60%. Et la variété de Dlahia a plus de graines, mais avec cette fois-ci une prédominance de graines avortées. Alors, en ce qui concerne les analyses les traitements statistiques, donc comme vous le voyez,
Donc, c'est les paramètres longueur et diamètre du fruit. Donc, en fonction de variété, donc on remarque qu'il y a une différence significative pour ces deux paramètres, la longueur et le diamètre. Ça veut dire qu'en changeant d'une variété à une autre, les paramètres longueur et diamètre changent très hautement significatifs. Mais en fonction du stade de maturité, ces paramètres ne changent pas significativement. Donc le test de Newman-Nichols, donc on a ici 4 groupements séparés qui ont été détectés et en fonction de variété, et la variété Soul a été en premier classement. Donc en fonction du stade de maturité, un seul groupe homogène a été détecté. Ça veut dire, et ça rejoint les résultats de l'ANOVA, ça veut dire qu'il n'y a pas un changement significatif en changeant d'un stade de maturité à un autre, ou en passant du premier stade au dernier stade de maturité. Alors un autre paramètre, c'est l'épaisseur de l'écorce. Donc en fonction de variété, 2 groupements séparés ont été détectés. Et en fonction du stade de maturité, un seul groupe a été observé. Ça veut dire qu'en passant d'un stade de maturité à un autre, il n'y a pas un changement significatif. Alors pour le poids du fruit, donc on constate qu'il y a 4 groupements séparés qui ont été détectés en fonction de variété, et la variété ISA présente la variété qui présente plus le poids et qui a le calibre le plus. Et en fonction du stade de maturité, 3 groupements ont été séparés. Donc en passant du premier au dernier stade de maturité, le poids du fruit augmente très significativement. Pour le pourcentage de la pulpe, 4 groupes séparés ont été observés. La variété de l'Ahia présente le pourcentage de la pulpe le plus important. Et en fonction du stade de maturité, 2 groupes ont été séparés. Et en passant du premier au dernier stade de maturité, le pourcentage de la pulpe augmente. Et cette significativité est observée en passant du 2e au 3e stade de maturité. Alors pour la quantité du jus, 3 groupes séparés ont été observés en fonction de variété, en fonction de stade de maturité. Aussi, 3 groupes ont été séparés. Et c'est au niveau du stade 2 que la quantité de jus est la plus importante. En ce qui concerne la vitamine C, en fonction de variété, toujours il y a un changement significatif en passant d'une variété à une autre. Et en fonction de stade de maturité, 3 groupements séparés ont été observés. Et comme vous le remarquez, en passant du premier au dernier stade de maturité, la teneur de la vitamine C augmente significativement. Et retenez bien qu'au niveau du stade 3, que la teneur en vitamine C est la plus importante. Alors, pour les sucres totaux, donc 4 groupes séparés en fonction de variété. En fonction de stade de maturité, les sucres augmentent significativement. Le dernier paramètre, c'est la teneur en huile. Donc, 4 groupes séparés ont été observés aussi en fonction de variété. Et en fonction de stade de maturité, au niveau du stade 2, que la teneur en huile est la plus importante. Alors, pour la composition en acide gras, donc au niveau d'un seul, donc comme vous le voyez, en changeant d'une variété à une autre, la teneur en acide gras change d'une variété à une autre. Donc au niveau du même stade de maturité, voilà, et en général, on remarque que l'huile de figue de Barbarie est composée principalement d'acides gras insaturés, principalement par l'acide linoléique. Il y a aussi des acides gras saturés sont aussi détectés, mais à des faibles concentrations. Alors, donc, comme vous le voyez, c'est la variation de la teneur en acide gras saturé en acide gras insaturé selon la maturation des fruits. Donc, on peut dire que, par exemple, pour la variété Moussa, donc en passant du premier au dernier stade de maturité, la teneur en acide gras saturé augmente. Par contre, la teneur en acide gras insaturé diminue. Donc, on peut dire que la teneur en acide gras est fortement influencée par le degré de maturité des fruits. Donc, par contre, il n'est pas influencé en changeant d'une localité à une autre. Ça veut dire en changeant d'une localité à une autre, il n'y a pas un changement au niveau de la teneur en acide gras. D'accord. Donc voilà, c'est le dernier traitement statistique, c'est qui permet de déceler ou permet de c'est pas grave. Donc il nous a permis d'identifier 4 groupements.
Donc, par exemple, pour le premier groupe qui comprend la variété de l'ihya avec ses 3 stades de maturité, et si on fait la projection sur la carte factorielle, on constate que ce groupement se caractérise par le taux de sucre élevé, le pH élevé, etc. Donc, le deuxième groupement comprend la variété Moussa avec ses 3 stades de maturité. Et donc, si on fait la projection sur la carte factorielle, il se caractérise par le pourcentage de l'écorce le plus élevé, et ainsi de suite pour les autres groupements. Donc, cette carte, cette ACP nous permet aussi de détecter qu'il y a des caractéristiques communes entre les groupements. Ça veut dire entre le groupement de la variété Moussa et Soul, donc il y a des caractéristiques communes qui se présentent par le pourcentage de l'écorce le plus élevé. Et des caractéristiques communes aussi, ils ont été détectées pour la variété de l'Ihya et Issa, qui sont représentées par le pourcentage de centre le plus élevé. Donc, en arrivant au dernier test, c'est le test de corrélation qui est représenté par le facteur de corrélation, le R carré, qui est entre -1 et 1. Donc, s'il est proche de -1, ça veut dire qu'il y a une forte corrélation, mais négative. Ça veut dire si l'un des paramètres augmente, l'autre diminue. Et s'il est proche de 1, ça veut dire qu'il y a une forte corrélation, mais positive. C'est-à-dire si l'un des paramètres augmente, l'autre augmente aussi. Donc, on va donner des exemples. Si, par exemple, plus le fruit est lent, plus le pourcentage de l'écorce sera important et l'acidité sera importante, et moins sera de sucre. Un deuxième et dernier exemple, c'est le poids du fruit plus... D'accord. Donc, voilà. D'accord. Donc, vous avez maintenant la méthode pour bien choisir votre fruit, plus acide, moins acide, plus de vitamine C, moins de vitamine C, etc. Donc, pour conclure, voilà. Donc, ce travail est une contribution à la valorisation des produits du terroir en général et de la filière du cactus en particulier. Nos résultats ont montré que parmi les 21 caractéristiques qui ont été étudiées, seul le paramètre, le poids du fruit, présente le paramètre le plus important ou le plus pertinent. Nos résultats ont montré également que plus le fruit présente un grand calibre en poids, plus il est plus peu juteux, contient beaucoup d'eau, de vitamine C et de matières grasses. À notre connaissance, ce travail a permis pour la première fois d'étudier cette corrélation entre les différents paramètres pomologiques et physico-chimiques. Donc, les résultats obtenus pour les différents paramètres sont variables statistiquement d'une variété à une autre, et indépendamment du degré de maturité, cette différence peut être attribuée aux espèces étudiées, à la variation des facteurs agronomiques caractérisant chaque région, au climat et la composition du sol. Donc, on recommande ainsi l'étude de la variation des caractéristiques physiques et physico-chimiques des variétés selon l'année, et pour appréhender l'effet saison, et l'étude de l'effet de changement climatique sur la production des figues de Barbarie au Maroc. Et merci beaucoup pour votre attention. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Désolée, on a des contraintes de temps. Donc, je vous remercie pour votre présentation qui est claire. Je suis désolée, je vais devoir couper sur le temps de discussion et on passe directement à la dernière présentation. Donc, je remercie l'assistance pour son indulgence et pour le fait de rester avec nous pour clore cette session avec la dernière présentation et qui traite de la contribution de la recherche scientifique dans la caractérisation, valorisation et conservation des produits autochtones des oasis au Maroc, présentée par Monsieur Noutfia Younes. Et pour Mademoiselle Oumato Jihen, j'espère que les personnes qui seront intéressées par sa thématique pourront lui poser des questions en aparté. Voilà, merci. Merci, Madame. Donc, Régie. Next. merci, donc bonjour tout le monde, je me présente, je suis Noutfia Younes, je suis lauréat de l'IAB Hassan II et je suis chercheur aussi à l'INRA d'Evachidia, donc je travaille depuis 2011 dans le centre régional de la recherche agronomique d'Evachidia.
Alors, comme vous le voyez ici, donc, mon travail s'intitule La contribution de la recherche scientifique dans la caractérisation, la valorisation et la conservation des produits autochtones des oasis du Maroc. Donc, c'est un travail qui résume en fait un ensemble d'activités et de travaux de recherche qu'on mène depuis 2011 dans ce territoire oisien pour, comme vous le voyez ici, donc, pour accompagner le secteur oisien dans la valorisation de ces produits autochtones. Donc la présentation sera divisée en 3 grands chapitres. Donc un premier qui va traiter la caractérisation et la valorisation du lait de chèvre d'A'a, et puis une deuxième composante, cette fois-ci, qui traite un produit d'origine végétale qui sont les figues. Et puis une dernière partie, donc c'est la conservation parfois des dattes marocaines. Alors pour le début, donc c'est une petite introduction pour vous mettre un peu dans la situation donc au niveau des oasis. Donc comme vous le savez tous, donc l'espace oisien s'étale sur une superficie qui avoisine les 80 000 hectares, qui sont subdivisés en 3 unités agricoles importantes qui sont les oasis proprement dites, les parcours, et puis les zones de montagne. Donc, et le climat dans cette zone, donc, il est aride à désertique. Et depuis 2010, donc, les oasis marocaines sont dotés du label de l'UNESCO, qui est la réserve de la biosphère, les oasis du sud marocain. Et aussi, donc, comme vous le savez, donc, les oasis marocaines regorgent de plusieurs et d'une multitude de ressources génétiques d'origine animale et végétale. Donc, en l'occurrence, comme vous le voyez, donc, c'est surtout la date, le figuier, le pommier dans les régions montagneuses, le safran, la rose à parfum et le figuier de Barbarie. Alors, donc, la première composante, c'est un travail qui a été démarré donc, au Centre régional de la recherche agronomique d'Evachidia depuis 2011 et qui a traité donc, en fait, la caractérisation et la valorisation d'un lait d'une race caprine typique de la vallée de Daraa, qui est la chèvre de Daraa. Donc on a commencé tout d'abord par dresser donc le profil physico-chimique de ce lait, et on s'est amusé un peu de le comparer avec une race donc qui est la race alpine, qui a été introduite aussi dans cette zone. Et comme vous le voyez dans ce tableau, on voit que le lait de la chèvre d'A'a, donc il est caractérisé donc par une richesse en matières grasses, en protéines et en lactose, si on le compare donc à la race alpine. Et même si on le compare avec d'autres races caprines du pourtour méditerranéen, on peut dire que donc, le profil physico-chimique de ce lait donc, il se trouve dans la limite supérieure par rapport donc, aux autres races caprines de la Méditerranée. Le deuxième aspect, c'est la caractérisation du profil en acides gras. On voit ici que les acides gras à chaîne moyenne donc, sont les plus représentés, avec un pourcentage de 46%, donc suivi des acides gras de longue chaîne, et puis donc à la fin donc, des acides gras à courte chaîne, avec donc une représentation majoritaire de l'acide palmitique, qui représente environ 37% du profil et du pourcentage de ces acides gras. Donc si on compare nos résultats avec d'autres travaux qui ont été faits dans le même sens, donc nos résultats sont en accord avec ces travaux. Après, donc, on a étudié donc, l'effet du stade de lactation sur donc, le profil physico-chimique. Donc on a essayé de voir comment les principaux paramètres du lait de cette chèvre autochtone de la vallée de Daraa donc évoluent au cours de la lactation, et comme vous le voyez ici, donc il y a une progression très significative, hautement significative depuis le début de lactation jusqu'à la fin de lactation, et cette augmentation elle est trop prononcée pour le profil donc en matière grasse. Donc on voit ici que la teneur en matière grasse donc a évolué de 3,8% en début de lactation, et il a atteint donc des niveaux records vers la fin, donc avec des pourcentages de 5,4%. Donc ceci nous permet de conclure que
à la fin de la lactation, donc les industriels ou bien les unités qui travaillent dans la valorisation du lait de chèvre, et peut-être le lait de la chèvre d'Ara, donc peuvent avoir vers la fin de la lactation donc des rendements élevés en fromage, en beurre ou en d'autres produits donc laitiers. Un quatrième volet, donc, c'est l'étude. Donc après donc, cette caractérisation physico-chimique, donc on a travaillé au niveau du laboratoire pour donc essayer un peu de produire et de valoriser ce lait donc à travers un fromage de chèvre de Daraa. Donc on a travaillé au niveau du laboratoire par un procédé simple, un procédé classique de la fabrication fromagère. Donc on a fait donc une coagulation mixte, c'est-à-dire on a passé tout d'abord par un ensemencement en souche lactique, et puis donc on a fait l'emprésurage à raison de 0,2 ml, et puis on a donc reconstitué le lait par le calcium pour donc effectivement donc augmenter donc la cohésion du gel. Et comme résultat, donc comme vous le voyez sur ce tableau, donc on peut classer le fromage du lait de cette chèvre comme un fromage mi-sec, vu sa teneur en matière sèche qui est de l'ordre de 42,7%. Aussi, donc, on a abouti à des rendements qui sont élevés par rapport aux rendements qui ont été donc trouvés pour le fromage de chèvre dans la région du Nord, notamment les travaux de notre cher collègue Saïd Zanta. Donc les rendements qu'on a obtenus donc, sont situés aux alentours de 19%, avec donc, un pourcentage en matière grasse de 22% et en protéines de 15%. Avant de conclure cette partie, donc j'aimerais partager avec vous donc un travail, donc une analyse sensorielle qu'on a fait donc dans la région des Rachidia, Tanger et Ouarzazate. Donc ce travail donc il a consisté en une comparaison de trois fromage, donc le fromage du lait de la chèvre alpine, un fromage mi-chèvre. Donc ce sont les deux formes classiques de vente de fromage dans la région des Oasis. Donc c'est le fromage alpine d'origine alpine, un fromage mi-chèvre, c'est-à-dire 50% chèvre, 50% vache, et puis le fromage qu'on a donc développé au niveau du laboratoire. Donc c'est un fromage d'Ara. Et donc comme résultat, comme vous voyez pour les trois attributs qu'on a analysés, donc on voit clairement que le meilleur profil sensoriel est celui donc du fromage mi-chèvre, suivi donc du fromage alpine, et puis en dernier lieu donc le fromage d'Ara donc se situe dernier, donc à cause de sa teneur élevée en acide lactique. Chose qui n'a pas donc séduit les consommateurs et les panélistes avec donc qui on a fait donc cette analyse. Alors ceci étant dit, donc je passerai avec vous vers la deuxième composante cette fois-ci, vers la caractérisation et la conservation d'un produit d'origine végétale, donc qui est typique et caractéristique de la région montagneuse des Oasis. Donc ce sont les figues. Et on a essayé, dans le cadre d'un travail de collaboration avec l'Office de la mise en valeur agricole de Tafilet, d'améliorer les conditions du séchage des figues à l'échelle villageoise. C'est-à-dire, on a essayé de développer un modèle pour améliorer les conditions de séchage des figues. Et donc, on a fixé comme objectif la conception et l'étude des performances d'un séchoir solaire indirect à convection naturelle, afin d'améliorer les conditions dérisoires de séchage des figues, qui se fait donc, comme vous le savez tous, partout dans le Maroc, par un procédé traditionnel sous les rayons solaires, ceci donc, comme vous le savez, donc, dégage et engendre des pertes qualitatives et quantitatives. Et puis donc après cette conception de ce séchoir, on a un peu donc fait une comparaison de la qualité des figues séchées par ce prototype, et on les a comparées avec des figues qui sont séchées par procédé traditionnel. Donc ceci est la première partie de nos résultats. Donc vous voyez ici le schéma de ce prototype. Donc c'est un séchoir solaire, comme vous le voyez ici, un séchoir solaire qui est constitué de trois compartiments. Une partie basale, donc c'est un capteur solaire, et puis donc on a une enceinte en bois pour le séchage des figues, avec bien sûr des clés pour le chargement et le déchargement des fruits. Et puis donc on a un support qui permettra donc le déplacement de ce prototype donc en cas de pluie ou
en cas d'intempérie. Donc sur ce prototype, on a mis des thermomètres digitales pour la mesure des températures à l'extérieur et à l'intérieur de ce séchoir, donc afin de voir est-ce qu'effectivement on a pu donc améliorer et donc revoir donc à la hausse la température du séchage. Aussi, donc, je pense qu'il est essentiel de dire que, donc, pour le capteur solaire, on a une partie basale, donc c'est une sorte d'un isolant, donc c'est la laine de verre qui permettra donc la conservation de la chaleur au sein de ce séchoir, dont le mode de fonctionnement il est si simple. Donc c'est un modèle qu'on propose pour les petits agriculteurs. Donc le mode de fonctionnement, c'est l'air, il rentre par le bas du séchoir et il monte par phénomène de thermosiphon. Donc l'air, il se chauffe et puis donc sa densité devient moindre et puis il augmente pour balayer donc les fruits qui sont étalés sur les clés. Donc les températures à l'intérieur et à l'extérieur de séchoir donc se présentent comme suit. Donc on assiste vers 13h, 14h, 15h à des pics donc des températures et donc on assiste en moyenne à une élévation de la température de l'ordre de 8,1 degrés Celsius en moyenne par rapport à la température ambiante. Donc c'est la température moyenne qu'on a pu donc aboutir donc par rapport à la température ambiante. Et puis donc on a étudié d'autres facteurs qui peuvent influencer sur le séchage et on a obtenu que le coefficient de corrélation donc, de détermination donc par rapport à l'humidité, donc la durée de séchage, il est donc fortement influencé par l'humidité de l'air asséchant et puis de la température et d'une façon moindre de la teneur en eau des figues et des fruits qu'on sèche. Donc ceci, donc, c'est la dernière partie de cette composante. Donc, à la fin de la phase d'évaluation, on a donc étudié donc, le profil sensoriel pour les figues qui ont été séchées par deux modes, le mode traditionnel et le mode amélioré par ce prototype. Et donc, on voit clairement que, surtout pour la couleur et la sensation à la bouche, donc on voit que les notes et les scores attribués pour ces deux attributs sensoriels sont largement supérieurs pour le mode amélioré comparativement au mode traditionnel. Et puis si on compare aussi donc deux éléments importants, donc à savoir les sucres totaux solubles et l'acide citrique, donc on voit que pour le séchage amélioré, on a donc des teneurs élevées en TSS, c'est-à-dire en Brix. Et donc pour l'acide citrique qui est connu comme un agent conservateur, on voit que pour le séchage amélioré, on aura à la fin donc des figues qui sont riches en acide citrique, ce qui donc nous ramène vers l'hypothèse que normalement les figues qui sont séchées par procédé amélioré auront une qualité donc supérieure par rapport aux autres. Alors pour la dernière partie, c'est la conservation parfois des dattes marocaines. C'est une problématique très connue donc, dans notre région. Et comme vous le savez tous, donc, on a dans notre région donc, une multitude d'entrepôts frigorifiques. Donc notre prospection nous a ramené vers des résultats qui sont présentés ici. Donc la température de stockage, il varie entre 0 à 4 degrés Celsius. Parfois ces températures frôlent les 7 et 8 degrés Celsius, surtout en période estivale. Et puis donc les dates, ils sont stockées donc, selon la demande du marché de 1 à 10 mois. Et la grande problématique, le grand problème avec ces entrepôts, c'est que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à contrôler l'humidité relative au sein des entrepôts, car on n'a pas des humidificateurs qui permettent le contrôle de ce paramètre. Et aussi, donc, on assiste à un mélange entre les variétés. On n'a pas de rayonnage, le stockage se fait... Passer à la conclusion, s'il vous plaît. Ok. Donc, avant, à la conclusion, il y a les slides. Là, ok. Là, une chose très importante, c'est que... voyez la conclusion, normalement. La conclusion, ok. Vous avez 15 secondes pour la conclusion, parce que vous avez déjà dépassé le temps.
Donc, on voit ici que la cinétique de déshydratation spontanée, donc il peut atteindre jusqu'à 9%. C'est-à-dire que les agriculteurs et les groupements d'intérêt économique qui stockent leurs dates au niveau de ces entrepôts, ils peuvent donc arriver vers la fin à des pertes énormes en matière de leur stock. Donc, en guise de conclusion, je peux dire qu'il y a donc un énorme potentiel qui reste à revaloriser dans notre région, donc en l'occurrence le cumin, le henné et le gombo, et aussi donc il y a un travail de longue haleine qui nous attend pour donc améliorer et accompagner ces entrepôts pour améliorer leur conduite de stockage des dates. Et merci. Merci beaucoup Younes. Merci beaucoup. Désolée pour. En fait, j'aimerais juste dire, voilà, ouvrir une petite parenthèse. C'est un exercice qui est très très difficile parce que c'est bien d'ailleurs que ça arrive à certains candidats à un moment donné de se retrouver confrontés avec le temps. Ça permet, je suis sûre que pour votre prochaine présentation en 15 minutes, vous allez beaucoup mieux la cadrer. En tout cas, dans les séminaires et les congrès, on vous laisse pas passer une seconde de plus. Donc, ça arrive à tout le monde, mais il faut capitaliser sur l'expérience, l'utiliser pour le prochain événement pour que vous soyez pile poil avec le timing qu'on vous a adressé. En tout cas, je vous remercie pour votre présentation. Et puis, bon, ben voilà, même si on est au-delà du timing, si jamais vous avez une question, je laisse une question ouverte au public si jamais, voilà, vous avez une question à propos de cette présentation sur la valorisation des produits de terroir, aussi bien sur le plan des produits animaux que des produits végétaux. Vous êtes fatigué. Voilà, bon, on a une question quand même, voilà. Pour terminer sur une bonne note. Très bien, c'est bien. Donc j'aimerais bien poser deux questions sur le séchage. Quel pré-traitement avez-vous fait pour le séchage des figues, pour avoir une bonne couleur? Et il y a également une remarque, la température de séchage ne dépasse pas 45 degrés Celsius. Certainement, vous aurez un problème de fermentation. Qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre ce genre de problème? Normalement, pour la première question, donc toujours on procède par un blanchiment des figues dans l'eau bouillante ou bien avec d'autres agents chimiques pour ramollir la paroi et pour perméabiliser cette paroi afin de, comme vous avez dit, de raccourcir la durée de séchage. Pour la deuxième question, effectivement, donc au niveau des onoisiennes, on a donc un point fort, c'est-à-dire nous sommes dans des zones qui sont arides. Donc le climat est sec. Donc normalement, on arrive avec des figues qui peuvent donc être préservées et stockées pendant une longue période, pendant 6 mois, 7 mois, sans aucun problème de fermentation. Même si, donc, je pense que pour les figues, je pense que la température maximale allouée, c'est 60 degrés Celsius. Mais nous, donc, on arrive à une maximale de 50 degrés Celsius. On ne peut pas aller plus parce que le modèle qu'on a développé ne permet pas ça. Mais on préconise dans des travaux de recherche futurs d'améliorer donc ce prototype par un autre prototype qui est basé sur la convection forcée, et je pense qu'à travers ce prototype on aura donc un gain ou bien des températures qui peuvent aller jusqu'aux 60 degrés Celsius. Mais jusqu'à présent on n'a aucun problème de fermentation des figues jusqu'à 6 mois de stockage donc à une température ambiante au niveau du laboratoire. Ça y est. Normalement, il faut la première question pour débloquer les autres. La dernière, alors à ce moment-là. Alors, merci Younes pour la qualité de votre présentation. Toujours dans le même volet, par rapport au professeur, à la question posée par Simon Sef. Tout à l'heure, lorsque vous avez fait la comparaison entre les deux types de séchage, le séchage traditionnel et le séchage par le mécanisme que vous avez proposé, j'aimerais bien, vous avez fait la comparaison par rapport à la qualité organoleptique du FIC. Et vraiment, j'ai pas pu comprendre la performance de séchage du traditionnel, entre le traditionnel et qu'est-ce que vous avez gagné, à part le temps, à part également, vous n'avez pas cité le pourcentage, la teneur en eau, puisque
on parle séchage toujours, donc on vise l'extraction de l'eau, l'évaporation de l'eau. D'accord, j'espère que j'ai bien posé la question. Normalement, j'espère que moi aussi j'ai bien compris et saisi votre questionnement. Alors par rapport à la teneur en eau, donc c'est fixé par la norme, donc on ne doit pas dépasser une certaine teneur. Si je me rappelle bien, c'est aux alentours si mon chef peut me corriger, donc c'est aux alentours de 30%, c'est ça, de l'eau pour les figues. Ok. Donc c'est-à-dire la teneur en eau, c'est un paramètre fixe. C'est-à-dire nous, l'arrêt de séchage, il se fait sur cette base. L'activité d'eau. Mais au niveau pour arrêter le séchage au niveau de la station expérimentale, on se base sur la teneur en eau seule comme paramètre. Alors pour la comparaison entre les performances du séchage, la première des choses, on a gagné sur le temps de séchage. Ça c'est un paramètre très important parce qu'on a pu réduire la durée de séchage qui se fasse au niveau des régions montagneuses en 10 jours, en 4 jours. Donc on a gagné sur la durée de séchage. Et puis le deuxième paramètre, comme j'ai exposé ici, c'est la teneur en acide citrique. Donc il y avait des différences significatives entre le mode amélioré et le mode traditionnel. Ici, donc les figues qui sont riches en acide citrique sont des figues qui sont aptes au stockage par rapport aux autres figues qui ont une quantité moindre. Et puis le deuxième paramètre, c'est un paramètre qui joue sur la qualité gustative des figues, c'est le Brix, ou bien les sucres totaux solubles. On a donc une différence notable entre les deux, 60% et l'autre c'est 56%. La deuxième des choses, c'est que le séchage avec ce modèle, il se fait à l'abri de la lumière, c'est-à-dire les figues ne sont pas exposées directement aux rayons solaires, et ceci donc certainement il va donc jouer un rôle sur la préservation des taux des vitamines et des oligo-éléments. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Donc, avec ceci, on va clore notre session. Je vous remercie pour votre présence et remercie tous les candidats pour leur présentation, pour leur prestance aujourd'hui, en espérant qu'ils ont bien capitalisé sur les questions. Donc, peut-être rattraper certains tirs, essayer de réoptimiser ce qu'ils ont déjà fait, et puis aussi s'exercer pour les prochaines possibilités de présentation. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. C'est bon. Merci.